Les funérailles d'une mère allaient commencer, mais le cri de son fils et l'intuition d'un médecin ont révélé une vérité incroyable qui avait été arrachée des mains de la mort. C'était une journée normale. Le médecin est arrivé tôt et a assisté au début de la crémation d'une femme. Mais le cri du fils a tout arrêté et ce qui s'est passé ensuite. Le soleil était encore bas, mais il commençait déjà à réchauffer un peu le ciel dégagé. Le parking du crématorium avait peu de places occupées. Andrew est sorti lentement de la voiture, a ajusté sa blouse blanche et a pris une profonde inspiration avant d'entrer. Il n'était pas pressé. Il arrivait toujours bien plus tôt pour prendre calmement la relève de ses collègues. L'odeur familière du café réchauffé et du désinfectant l'a envahi dès qu'il a franchi la porte. À l'intérieur, l'air était froid, comme s'il voulait empêcher toute chaleur humaine d'entrer. Il a marché dans le couloir étroit, n'entendant que l'écho de ses propres pas. Quand il est entré dans la salle de préparation, il a vu le corps sur la civière en acier, une femme au visage serein et aux cheveux bruns. Il a marché dans le couloir étroit, n'entendant que l'écho de ses propres pas. En entrant dans la salle de préparation, il a vu le corps sur la civière en acier, une femme au visage serein, aux cheveux bruns avec des mèches grises tombant sur un côté. Andrew s'approcha, regarda le drap qui la recouvrait jusqu'à la poitrine et vérifia les documents sur le bloc-notes. Nom, âge, cause du décès, arrêt cardiaque. L'écriture sur le rapport était ferme mais impersonnelle, comme toujours. « Bonjour », dit une voix grave, presque noyée par le silence. C'était un jeune homme debout près de la porte. Il avait une trentaine d'années, portait une chemise froissée et avait de profondes cernes sous les yeux. Il tenait un dossier à deux mains comme s'il s'agissait d'un poids qu'il ne pouvait pas lâcher. « C'est vous ?» demanda Andrew, essayant de briser la glace. Matthew, son fils, fit un geste du menton vers la femme allongée sur la brancard. Pendant un instant, Andrew ne sut pas comment réagir. Alors il se contenta d'acquiescer et de désigner une chaise, mais Matthew préféra rester debout. « Je vais avoir besoin que vous signiez ici », dit un autre médecin qui entra dans la pièce. Il tendit les papiers, mais le jeune homme mit du temps à réagir. Il regarda le nom de sa mère écrit à l'encre noire et ses yeux se remplirent de larmes. « C'est bizarre », murmura-t-il en essayant de contrôler sa voix. « Je n'aurais jamais pensé avoir à signer ça un jour. » Andrew fit un signe de tête au médecin et se contenta d'observer la scène. Il n'y avait pas d'urgence. Matthew prit une profonde inspiration, passa sa main sur son visage et signa son nom avec le stylo. Le bruit de la pointe raclant le papier semblait plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Il rendit le document et regarda à nouveau le corps. « On dirait qu'elle dort », dit-il en déglutissant péniblement. « Je lui ai parlé au téléphone hier soir. Elle riait et maintenant sa voix se brisa. Le silence devint tendu, presque étouffant. En arrière-plan, on entendait le bruit lointain du four qui préchauffait. Andrew posa une main sur l'épaule de Matthew. Il ne dit rien. Parfois, ce que l'on ressent ne peut être exprimé avec des mots. Matthew resta là un peu plus longtemps, comme s'il voulait garder cette dernière image. Puis il ferma les yeux et murmura quelque chose que ni le médecin ni Andrew ne purent entendre. Ce n'est que, alors qu'il fit un pas en arrière, prit une profonde inspiration et laissa la procédure se poursuivre. Le couloir lui sembla plus long lorsqu'il en sortit, et le froid dans la pièce devint encore plus intense. Le bruit du four en cours de préparation emplissait la pièce. C'était un son sec et répétitif, comme celui d'un vieux moteur qui monte en régime. Deux employés en blouse grise se déplaçaient rapidement, ajustant les boutons, vérifiant les jauges, ouvrant et fermant les tiroirs en acier. L'un d'eux, plus âgé, a sorti une clé de sa poche et l'a lentement tournée dans le panneau principal. Le clic qui a suivi était le signal que tout était prêt. Andrew se trouvait à quelques mètres de là, la planche toujours à la main. Il jeta un coup d'œil une fois de plus au certificat. Nom, âge, heure du décès. Tout était en règle. Les tests qui l'accompagnaient confirmaient un arrêt cardiaque, rien d'inhabituel. Et pourtant, quelque chose en lui ne le laissait pas tranquille. Son regard revint sur la femme allongée sur la civière. Le drap était replié jusqu'à ses épaules, dévoilant une partie de sa poitrine. La lumière froide de la pièce rendait sa peau plus pâle, mais pas complètement. Il s'approcha un peu plus, se penchant en avant comme s'il cherchait un détail. Il y avait une légère, presque imperceptible teinte sur ses joues. Ce n'était pas le gris terne qu'il avait l'habitude de voir. Il souleva un peu le drap et regarda ses ongles. Ils n'avaient pas leur aspect terne et violacé. Ils étaient différents. Il cligna des yeux, essayant de se débarrasser de cette impression. « Docteur, voulez-vous vérifier autre chose ?» demanda l'un des employés avec cynisme, sans arrêter de manipuler les commandes. Il ne répondit pas, après une brève pause. Désolé, mais au fond de lui, il n'était pas sûr. Andrew savait qu'il n'était pas responsable de cette procédure.
Il était juste là pour accompagner dans le cadre de son rôle au sein du département. Le médecin responsable avait déjà tout signé. Intervenir serait pour le moins outrepasser son rôle et contraire à l'éthique. Et ça pourrait causer des problèmes. Pourtant, ses yeux revenaient sans cesse sur son visage. C'était un détail si insignifiant, si facile à ignorer, et pourtant, il semblait lui crier dessus. « Il va falloir encore quelques minutes pour atteindre la température », dit l'employé plus âgé sans lever les yeux. « Tu veux attendre dehors que ce soit ton tour ?»« Non, je vais rester ici. » La réponse fut trop ferme, et il s'en rendit compte lui-même. Le silence reprit, seulement rompu par le bourdonnement croissant du four. La chaleur commença à se répandre dans la pièce, mais Andrew sentit un frisson lui parcourir la nuque. Il ajusta sa robe, essayant de le cacher. Le bloc-notes était toujours entre ses mains. Il regarda la signature de Matthew, l'heure enregistrée, le cachet officiel. Tout indiquait que tout était en ordre, mais ce qu'il voyait devant lui ne correspondait pas. Le tube commença à glisser lentement. Le bruit du métal frottant contre le métal résonna dans la pièce. Le corps resta allongé, entrant dans la bouche sombre, éclairée par le feu grandissant. Andrew sentit son estomac se nouer. La chaleur du four atteignait déjà son visage. Il regarda une fois de plus la femme. Cette couleur sur sa peau, ses ongles, son instinct parlaient plus fort que n'importe quel protocole. Son cœur se mit à battre si vite qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa bouche. Et puis ça sortit sans qu'il y pense. « Stop !» Sa voix explosa d'un ton rauque, rempli d'urgence. « Je dois vérifier si elle est morte. Il y a quelque chose de très bizarre ici. » Le son rebondit sur les murs froids et revint sous forme d'écho assourdissant. L'employé qui poussait la civière s'arrêta brusquement. Le médecin responsable, qui se trouvait quelques pas derrière, écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il d'un ton entre l'incrédulité et la colère. « Andrew, tu n'as pas le droit de… »« Je sais, » l'interrompit-il, presque en criant à nouveau. « Je sais que je ne suis pas responsable, mais quelque chose ne va pas. S'il te plaît, écoute-moi. » L'employé plus âgé laissa échapper un profond soupir. « Docteur, le rapport est signé. La procédure est claire. » « La procédure !» Andrew fit un pas en avant, pointant du doigt le corps. « Et si c'est une erreur ? Et si elle sous-entend que toute l'équipe ne sait pas ce qu'elle fait ?» Le médecin responsable s'avança, le visage rouge. « C'est grave, Andrew. » Ce qui est grave, c'est que Andrew s'arrêta, essayant de contrôler sa voix. Ce qui est grave, c'est d'incinérer quelqu'un qui est peut-être encore en vie. Le silence qui suivit était pesant, comme si l'air était devenu plus lourd. Les deux employés se regardèrent rapidement, ne sachant pas s'ils devaient insister ou reculer. « Donnez-moi 2 minutes. » Andrew leva les mains comme pour supplier. « 2 minutes. Et si je me trompe, vous continuez. Mais si j'ai raison. » La phrase resta en suspens sans qu'il soit nécessaire de la terminer. Le médecin responsable le regarda avec colère, mais il y avait quelque chose dans les yeux d'Andrew qui le fit hésiter. Ses mâchoires tremblèrent. « 2 minutes, dit-il finalement, d'un ton sec. Et vous en assumez l'entière responsabilité. » Andrew s'approchait déjà avant d'entendre la réponse. La chaleur du four lui frappait le dos, mais il ne voyait que le visage de la femme. Le bruit dans la pièce semblait disparaître comme si tout se passait à l'intérieur d'un tunnel. Il tendit la main, sentant sa peau froide, mais pas aussi froide qu'elle aurait dû l'être. Tout le monde semblait retenir son souffle à ce moment-là. Andrew se pencha lentement en avant, comme si chaque mouvement était mesuré. 2 doigts touchèrent la peau froide du cou de la femme à l'endroit précis qu'il connaissait si bien pendant 1 seconde. Rien, juste le silence lourd rompu par le bourdonnement du four et le bruit lointain de pas dans le couloir. Il retira presque sa main, mais c'est alors qu'il le sentit. Un contact, un petit battement de cœur timide, comme s'il venait de très loin. Tout son corps se figea, ses yeux s'écarquillèrent, et le monde sembla rétrécir jusqu'à tenir dans cet endroit sous ses doigts. « Mon Dieu !» murmura-t-il, presque sans voix. Le 2e battement était faible, lent mais vivant. Le cœur d'Andrew s'emballa. Il leva soudainement la tête et cria de toutes ses forces. « Sortez-la d'ici immédiatement !» Les employés se regardèrent, immobiles, comme s'ils n'avaient pas compris. « Docteur, qu'est-ce que vous dites ?» Mais Andrew ne le laissa pas finir. « J'ai dit, sortez-la d'ici !» cria-t-il, la voix brisée. « Elle est en vie. » Le médecin responsable s'avança incrédule. « Vous ne pouvez pas être ici. Asseyez-vous. » Andrew prit sa main et la porta avec force au cou de la femme. Touché. Il y eut un moment de silence absolu. L'autre médecin resta figé, le regard perdu. Sa main tremblait légèrement sur sa peau. « Je… » balbutia-t-il avant de faire un pas en arrière. « C'est impossible. Impossible ou pas, elle est vivante. » Andrew était déjà en train de tirer la civière en arrière, loin de la chaleur du four. Le métal grinçait sous ses mains. « On perd notre temps à discuter.
Les employés, qui étaient restés immobiles, se mirent à courir pour déverrouiller les portes et dégager le passage. L'un d'eux jeta un plateau par terre, dont le bruit métallique résonna contre les murs. L'odeur chaude du four se mêlait à l'air froid qui entrait par la porte latérale. Le visage de la femme restait serein, mais maintenant Andrew la voyait différemment. Elle n'était plus un corps, c'était quelqu'un qui respirait, qui se battait, bien que presque invisible pour tout le monde. Il approcha à nouveau son oreille de sa bouche et un souffle léger, si faible qu'il semblait imaginaire, effleura sa peau. Andrew ferma les yeux un instant, sentant le poids de ce souffle. Quand il les rouvrit, il parla doucement mais fermement, en regardant tout le monde. « Elle ne va pas mourir ici aujourd'hui. » Le couloir se transforma en piste de course. Les roulettes de la civière grinçaient sur le sol lisse alors que 2 employés poussaient fort. Andrew marchait à côté, une main sur l'épaule de la femme et l'autre tenant le téléphone portable à son oreille. « J'ai besoin d'une ambulance maintenant. C'est urgent. » Sa voix sortit rapidement, presque sans pause. « Crématorium municipal. Une femme, oui, elle respire, mais très faiblement. » À l'autre bout de la ligne, l'opérateur parlait, mais il n'enregistrait presque pas les mots. Il regarda son visage, sentant que chaque seconde s'écoulait. C'est alors qu'il aperçut Matthew au bout du couloir. Il était assis sur un banc en bois, la tête baissée, les mains couvrant son visage. Lorsqu'il remarqua le mouvement, il se leva brusquement. « Que se passe-t-il » Sa voix était tremblante, presque essoufflée. « Qu'est-il arrivé à ma mère ?» Andrew s'approcha tout en continuant à marcher à côté de la civière. « Matthew, elle. » Les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Elle est en vie. » Les yeux du jeune homme se remplirent instantanément de larmes. Il recula de 2 pas, comme si le sol avait disparu. « Je le savais, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je le savais, » répéta-t-il, plus fort cette fois, s'agrippant à la rampe de la civière comme si c'était une bouée de sauvetage. « Je le savais. » Des larmes coulaient sur son visage, tombant sur la main froide de sa mère. Il se pencha en avant, pressant son front contre le sien, sentant le souffle faible s'échapper de ses lèvres. « Maman, c'est moi. Tiens bon. » Il parlait doucement, comme si le moindre bruit pouvait briser ce souffle fragile. Andrew gardait les yeux fixés sur la route devant lui. La porte de sortie semblait trop loin. Dehors, le son lointain d'une sirène commençait à se faire entendre. Il savait que chaque seconde pouvait désormais faire la différence entre la vie et la mort. « Matthew, garde sa tête légèrement sur le côté, » dit-il, contrôlant son ton pour ne pas laisser transparaître son désespoir. Le jeune homme obéit immédiatement, une main caressant les cheveux de sa mère et l'autre tenant fermement la sienne. « Ne me quitte pas, s'il te plaît. Ne me quitte pas, » répétait-elle comme un mantra. Lorsqu'ils franchirent la porte d'entrée, l'air chaud du four fut remplacé par le froid. La sirène était déjà proche. Andrew prit sa première grande bouffée d'air depuis le cri, mais il ne se détendit pas. Pas encore. Son corps était toujours là, fragile, respirant si peu qu'il semblait disparaître à chaque pause. Et pourtant, cette fraction de vie était tout ce qui comptait. Le bip de l'ambulance fit légèrement trembler la civière. Le bruit continu de la sirène emplissait l'air, mêlé au ronronnement sourd du moteur. Andrew était assis à côté de Lucille, surveillant sa respiration, qui restait courte et irrégulière. Un oxymètre fixé à son doigt clignotait lentement. Matthew était assis sur le siège devant elle, les coudes sur les genoux et les mains jointes. Il fixait le sol comme s'il avait peur de regarder quoi que ce soit autour de lui. « Matthew, » dit Andrew, d'une voix basse mais ferme, « je veux que tu me dises la vérité. Ta mère avait-elle des problèmes de santé, quelque chose au niveau du cœur ?» Le jeune homme mit du temps à réagir. Il cligna lentement des yeux et répondit « Non, elle était en bonne santé. » Et puis, presque automatiquement, elle l'a toujours été. Andrew se pencha légèrement en avant, étudiant chaque détail de son visage. Aucun antécédent d'évanouissement, d'hypotension, d'arythmie. Rien, rien, répéta-t-il. Mais sa voix faiblit à la fin. Il y eut un silence tendu. Le médecin remarqua que Matthew ne levait pas les yeux. Ses mains bougeaient sans arrêt, serrant et relâchant l'alliance à son doigt. « Tu sais, je fais ça depuis de nombreuses années, » dit Andrew, toujours calme, mais avec des mots lourds de sens. Quand quelqu'un me répond en regardant le sol, c'est généralement qu'il ne me dit pas tout. Matthew prit une profonde inspiration, comme s'il allait parler, mais il se mordit la lèvre et resta silencieux. Matthew insista, Andrew cette fois d'un ton plus ferme. « S'il y a quelque chose que je dois savoir pour sauver ta mère, tu dois me le dire maintenant. » Le jeune homme leva les yeux un instant. Il avait les larmes aux yeux, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la peur. Je commençais à dire,
puis détournait à nouveau le regard. Je vous l'ai déjà dit, elle était en bonne santé. Le médecin se cala dans son siège, mais ne le quitta pas des yeux. Quelque chose n'allait pas. Les réponses vinrent rapidement, trop automatiquement, comme si elles avaient été répétées. Et ce fait qu'il détourne constamment son regard le brûlait comme un indice qu'il ne pouvait pas ignorer. La sirène continuait de retentir dans la ville, mais pour Andrew, ce son était maintenant mêlé à un sentiment désagréable. Il y avait plus dans cette histoire que ce que Matthew était prêt à dire, et il savait que tôt ou tard, la vérité devrait être révélée. La salle des urgences était éclairée par une lumière blanche vive, presque cruelle. Le son des moniteurs cardiaques marquait le temps, tout comme les allées et venues précipitées de l'équipe médicale. Lucille était allongée sur la civière, sous oxygène et avec une perfusion dans le bras. Son visage était toujours pâle, mais ses joues avaient maintenant un peu couleur dans ses joues. Andrew observait attentivement une infirmière qui ajustait sa chemise d'hôpital pour lui mettre les électrodes. C'est à ce moment-là que quelque chose a attiré son attention. Entre le tissu de la chemise et sa peau, il y avait un discret reflet métallique. Il a froncé les sourcils et s'est penché un peu plus près. Avec précaution, il a écarté le tissu. C'était un petit pendentif ancien suspendu à une fine chaîne. Le métal était usé par le temps, mais la silhouette était claire. Saint Jude Thaddeus, le saint des causes impossibles. Andrew le ramassa avec précaution, retourna la médaille et au dos, gravées en très petits caractères, se trouvaient les initiales RM. Il resta immobile un instant, sentant son poids dans sa main. Ça ne collait pas. Le nom sur les papiers était Lucille Morales, et d'après Matthew, elle n'avait jamais été mariée. Alors, à qui appartenaient ces initiales? L'infirmière remarqua qu'il tenait quelque chose. « C'est à elle ?» demanda-t-elle distraitement tout en écrivant dans le dossier. « Je pense », répondit Andrew tout en regardant la médaille, mais à l'intérieur, il était de plus en plus incertain. Le pendentif semblait être plus qu'un simple objet. Le usure sur les bords montrait qu'il avait été utilisé pendant de nombreuses années, peut-être même des décennies. Ce n'était pas quelque chose que l'on gardait par hasard. Il referma sa main sur la médaille, sentant le métal froid contre sa peau. « Saint Jude Thaddée », murmura-t-il pour lui-même, « les causes impossibles ». Il leva les yeux vers Lucille. Elle respirait lentement, inconsciente de tout, comme si elle était dans un endroit très lointain. Matthew était assis sur le banc dans le couloir de l'hôpital, les coudes posés sur les genoux et les mains serrées l'une contre l'autre, comme s'il voulait écraser une pensée. Son visage était marqué par les larmes, mais il évitait maintenant de regarder les gens qui passaient. Andrew s'approcha lentement, serrant toujours la médaille dans sa main. Il s'assit à côté de lui, prit une profonde inspiration et commença. « Matthew, j'ai besoin de comprendre quelque chose. » Le garçon secoua juste un peu la tête sans regarder le médecin. « Tu m'as dit que ta mère était en bonne santé, mais tu ne savais rien du diabète, de l'hypertension, des problèmes cardiaques, de rien. Comment pouvais-tu ne pas le savoir ?» Matthew ouvrit la bouche, la referma et déglutit. Ses yeux se mirent à trembler comme si les mots étaient coincés. « Je... » balbutia-t-il, la voix brisée. Andrew se tourna vers lui. « Matthew !» Le garçon poussa un profond soupir, ferma les yeux et laissa tout sortir d'un coup, rapidement, comme quelqu'un qui arrache un pansement. « Je ne suis pas son fils biologique. » Le silence qui suivit était lourd. Andrew cligna lentement des yeux, assimilant la confession. « Comment ça, non ?» demanda-t-il à voix basse. « Elle m'a élevé depuis que je suis enfant. » La voix de Matthew tremblait. « Je ne me souviens même pas de ma vraie maman. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, j'étais très jeune, et Lucille est apparue. Elle m'a traité comme son fils. Elle m'a donné un foyer, de la nourriture, de l'amour. Je n'ai jamais manqué de rien. » Il se frotta le visage avec les mains comme s'il voulait se cacher derrière elle. Mais elle n'a jamais parlé de son passé, ne m'a jamais dit qui étaient mes parents, et je n'ai jamais posé la question. Andrew resta silencieux pendant quelques secondes, observant le garçon. Il ne voyait aucun mensonge en lui, mais il voyait un énorme poids, le genre que quelqu'un porte pendant des années sans s'en rendre compte. « Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il, ouvrant lentement la main pour révéler la médaille. Matthew regarda le pendentif et son expression se brisa. « Je n'ai jamais vu ça avant, » dit-il, presque dans un murmure. « Je ne sais pas qui est RM. » Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. « J'ai toujours pensé que je savais qui elle était, qu'elle était juste ma maman. » Il fit une longue pause. « Maintenant, je me rends compte que je ne sais peut-être rien. » Andrew mit la médaille dans sa poche sans le quitter des yeux. Au fond de lui, il sentait que cette histoire avait des couches qui étaient encore loin d'être révélées. La salle administrative de l'hôpital était silencieuse. Seul le bruit faible d'un ventilateur tournant lentement dans le coin pouvait être entendu. Sur le bureau,
Une pile de dossiers médicaux attendait d'être signés. Andrew feuilleta chaque page avec attention, le visage grave, comme quelqu'un qui cherche quelque chose sans savoir exactement ce que c'est, jusqu'à ce qu'il le trouve. Le dossier de Lucille. Il commença à examiner les informations ligne par ligne, date, heure, historique, jusqu'à ce qu'il s'arrête au certificat de décès. Le stylo dans sa main resta suspendu dans les airs. Le document était signé par un médecin qu'il ne connaissait que de vue, un remplaçant qui avait assuré des gardes ces derniers jours. Et l'heure enregistrée comme heure du décès ne collait pas du tout. Selon le document, Lucille avait été déclarée morte à 21h40, mais les registres d'admission de l'hôpital indiquaient qu'elle était arrivée vers 22h15. Comment quelqu'un pouvait-il déclarer le décès d'une personne qui n'était même pas encore arrivée? Andrew fronça les sourcils, vérifiant à nouveau qu'il ne voyait pas double, mais il n'y avait pas d'erreur. Les heures étaient claires. Ça n'a pas de sens, marmonna-t-il pour lui-même, en passant son doigt sur la signature du certificat. La porte s'ouvrit et une infirmière entra avec des papiers. « Docteur, avez-vous besoin d'autre chose pour le dossier de ce patient ?» demanda-t-elle distraitement. « Oui, » répondit-il, toujours les yeux rivés sur le papier. « Savez-vous où je peux trouver le médecin qui a signé ce document ? Pas aujourd'hui, il n'est pas de service. » Elle haussa les épaules. « Revenez la semaine prochaine. » Andrew ne dit rien. Il se contenta de fermer lentement le dossier sans quitter la signature des yeux. Il y avait deux possibilités. Une erreur très grave qui aurait pu coûter la vie à quelqu'un ou quelque chose de bien plus grave. Il prit une grande inspiration, remit le document dans le dossier et sentit une boule dans sa gorge. À chaque détail qu'il découvrait, ce sentiment s'intensifiait. Cette histoire était loin d'être une simple erreur administrative. La salle d'attente de Lodge usée était plongée dans un silence pesant, rompu seulement par le son lointain d'une télévision, les informations et le bruit discret de la machine à café. L'air y semblait toujours le même, trop froid, trop immobile. Andrew entra, le dossier toujours sous le bras, la tête pleine de questions sur le certificat. Son regard balaya la pièce presque sans le vouloir, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Appuyé contre une colonne près de la porte d'accès restreint, se trouvait un homme qu'Andrew ne connaissait pas. Costume sombre, cravate bien nouée, chaussures cirées. Il ne ressemblait à aucun des proches qu'il avait déjà vus là, debout, les mains croisées devant lui. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était son regard fixe, sans ciller, dirigé vers la porte de l'UE où Lucille était hospitalisée. Il ne semblait pas nerveux, plutôt vigilant. Andrew fronça les sourcils et se dirigea vers lui. « Bonsoir, vous attendez quelqu'un ?» L'homme détourna le regard pendant une seconde, comme surpris que quelqu'un lui ait adressé la parole. « Non, je viens de commencer à dire, » commença-t-il, mais sa voix était trop faible pour être entendue clairement. Le médecin fit un pas en avant, gardant un ton calme. « Connaissez-vous la patiente Lucille Morales ?» L'expression de l'homme changea un instant. Une lueur presque imperceptible apparut dans ses yeux, comme si ce nom avait une signification particulière pour lui. Mais au lieu de répondre, il ajusta sa veste et esquissa un sourire poli. « Excusez-moi. » Et il commença à s'éloigner. « Attendez, Andrew !» Il essaya de le suivre, accélérant le pas. L'homme passa par la porte latérale et entra dans le couloir menant au parking. Le bruit de ses pas résonna pendant quelques secondes, puis le silence revint. Quand Andrew a tourné au coin, le couloir était vide. Aucun signe du costume sombre, aucune voiture qui démarrait, rien. Il est resté là, à fixer la porte de sortie. Il avait le sentiment que cet homme n'était pas là par hasard. Il ne rendait pas visite à un patient, il n'était pas un employé, il était une autre pièce étrange de ce puzzle qui semblait devenir de plus en plus confus. Andrew retourna dans la salle d'attente, mais désormais, chaque fois que la porte de l'unité de soins intensifs s'ouvrait, il attendait presque involontairement de revoir ce regard. La pièce était plongée dans la pénombre, éclairée uniquement par la douce lumière provenant du couloir. Le moniteur cardiaque de l'USI émettait un son lent et régulier, presque comme un métronome marquant le silence. Andrew était assis à côté du lit, feuilletant des papiers, mais toujours avec son attention concentrée sur Lucille. C'est alors qu'il remarqua un léger mouvement, ses doigts bougeant et effleurant le drap. Puis ses paupières papillonnèrent et s'ouvrirent lentement, révélant des yeux troubles et perdus. Lucille. Andrew se pencha en avant et parla doucement. « Tu m'entends ?» Elle cligna plusieurs fois des yeux comme si elle essayait de se concentrer. Elle regarda autour d'elle avec une expression de peur et de confusion. Puis, soudain, la voix sortit faiblement, presque dans un murmure. « Où est-il » Andrew fronça les sourcils. « Qui, Lucille ? Qui est-il »
mais elle ne répondit pas. Son regard semblait transpercer le mur, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un qui n'était pas là. Sa poitrine montait et descendait plus rapidement. « Lucille, tout va bien, tu es en sécurité. » Il essaya de lui toucher le bras, mais la réaction fut immédiate. Elle serra la main si fort que ses jointures devinrent blanches. Ses lèvres bougèrent, marmonnant quelque chose qu'Andrew ne comprenait pas. « Lucille, dis-moi qui il est. » Sa voix avait maintenant un ton urgent, mais toujours contrôlé. Elle tourna lentement son visage vers lui, les yeux remplis de larmes, avec une peur profonde, presque enfantine. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Au lieu de cela, un frisson parcourut tout son corps. Le moniteur cardiaque bipait plus vite. Andrew appela l'infirmière, mais avant qu'elle n'arrive, Lucille lâcha ferma les yeux et retomba dans l'inconscience. Il se tenait près du lit, fixant le petit médaillon de Saint-Jude Thaddée. Il sentait que, qui qu'il fût, il était la clé pour tout comprendre. Mais pour l'instant, tout ce qu'il avait, c'était du silence et des questions qui ne cessaient de grandir. L'horloge sonna presque minuit quand Andrew entra silencieusement dans la petite salle d'archives de l'hôpital. Les lumières étaient tamisées et l'odeur du vieux papier mélangée à celle du désinfectant emplissait l'air. Marianne, une infirmière de confiance et amie de longue date, l'attendait déjà, appuyée sur la table, un paquet de dossiers dans les mains. « Tu sais que si quelqu'un découvre ce que je fais, je vais perdre mon travail, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire fatigué. « Et moi aussi, probablement », répondit Andrew en fermant la porte derrière lui. « Mais nous devons comprendre qui est cette femme. » Il posa le médaillon sur la table. La chaîne était emmêlée et la lueur faible reflétait la lumière jaunâtre. Marianne retourna le médaillon et lut à voix haute. « R. Matthew jure qu'il ne l'a jamais vue, » expliqua Andrew, « et il dit qu'il ne sait rien de son passé. » Marianne fronça les sourcils et commença à feuilleter un vieux classeur qui se trouvait dans un coin. Les pages étaient jaunies et chaque dossier comportait des notes manuscrites. « Tu penses que Hermeda est un vrai nom ?» demanda-t-elle sans lever les yeux des papiers. « J'en suis presque sûr. Si c'était juste une dévotion au saint, il n'y aurait pas d'initiales au dos. C'est personnel. » Quelques minutes passèrent avant que Marianne s'arrête, les yeux fixés sur une page. Elle passa son doigt sur le nom qui y était écrit et leva les yeux vers lui. « J'ai trouvé quelque chose, mais pas ici, à l'hôpital. C'est un casier judiciaire. » Andrew se pencha pour lire par-dessus son épaule. Rosa Maria Harris, 28 ans à l'époque, a disparu à la Nouvelle-Orléans il y a 27 ans. Marianne feuilleta 2 autres pages. Ils n'ont jamais retrouvé le corps. Affaire classée. Le médecin sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les lettres noires sur ce papier semblaient crier. Rosa Maria RM. Marianne ferma le dossier avec précaution, comme si ce papier était trop fragile. Andrew, si c'est la même personne, ça veut dire que cette femme n'est pas Lucille Morales. Il regarda à nouveau la médaille, sentant qu'elle pesait plus lourd dans la paume de sa main. À chaque indice, le sentiment qu'il se lançait dans quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé continuait de grandir. Et au fond de lui, il commençait à comprendre que découvrir la vérité pourrait tout changer. Andrew quitta la salle des archives avec la feuille imprimée entre les mains. Le papier était encore chaud de l'imprimante, l'odeur de l'encre fraîche flottant dans l'air. Il marcha rapidement dans le couloir silencieux. Chaque pas résonnait comme si la tension amplifiait le bruit. Matthew était assis dans la salle d'attente, penché en avant, les coudes sur les genoux et le regard fixé sur le sol. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années au cours des dernières heures. Matthew appela Andrew, s'arrêtant devant lui. « Je veux te montrer quelque chose. » Le garçon leva lentement la tête, l'air fatigué, presque méfiant. « Qu'est-ce que c'est ?» Andrew lui tendit le papier. Au centre, une photo noir et blanc usée montrait une jeune femme aux cheveux longs et au regard déterminé. En dessous figurait le nom Rosa Maria Harris. Matthew tint la feuille à 2 mains. Pendant un moment, il resta immobile. Puis ses yeux s'écarquillèrent et sa respiration s'accéléra. C'est la voix lui manqua. Il réessaya. « C'est elle. Tu es sûr ?» demanda Andrew, même s'il avait déjà la réponse dans ses yeux. « C'est la femme qui m'a élevé. » Matthew passa lentement son doigt sur la photo, comme si toucher le papier signifiait toucher le passé. Un peu plus jeune, mais c'est elle. Le silence envahit la pièce pendant quelques secondes. Seul le bruit lointain d'un chariot de nettoyage passant dans le couloir rompit le silence. « Matthew, cette femme a disparu à la Nouvelle-Orléans il y a 27 ans, dit Andrew en baissant la voix. Elle n'a jamais été officiellement retrouvée et d'après les registres, elle s'appelait Rosa Maria, n'est-ce pas ? Lucille Morales. Le garçon ferma les yeux, posant son front sur sa main. Donc, pendant toutes ces années, elle a vécu avec un nom qui n'était pas le sien.
Il laissa la phrase en suspens. Mais la question tacite était claire. Pourquoi? Quand il regarda à nouveau la photo, Matthew semblait plus petit, comme un enfant perdu. Je pensais savoir qui elle était, mais maintenant, il déglutit péniblement, pressant le papier contre sa poitrine. Maintenant, je ne sais même plus qui je suis dans cette histoire. Andrew ne répondit pas, se contentant de rester là, à regarder ce mélange d'amour, de surprise et de peur sur le visage du garçon. Il savait qu'à partir de ce moment, les réponses qu'il cherchait n'allaient pas être faciles, et peut-être même pas certaines. La nuit était déjà tombée sur le parking de l'hôpital. Les lumières vives projetaient des taches jaunâtres sur l'asphalte, et le vent froid apportait l'odeur de la pluie qui approchait. Andrew se dirigea vers la voiture, la feuille imprimée toujours pliée dans la poche de son manteau. Sa tête était en ébullition, pleine de questions qui semblaient sans réponse. Quand il appuya sur le bouton pour ouvrir la portière de la voiture, il entendit des pas derrière lui. Ils n'étaient pas rapides, mais elles avaient un poids régulier et calculé. Il se retourna lentement. L'homme en costume sombre était là, à quelques mètres de lui, debout sous la lumière d'un lampadaire. Le même regard fixe qu'il avait vu dans la salle d'attente. Dr Torres. Sa voix était grave, avec un accent marqué. Andrew ne répondit pas tout de suite, il se contenta de plisser les yeux. « Qui êtes-vous » L'homme s'approcha jusqu'à se trouver à quelques pas de lui. Il tendit la main dans un geste formel. « Colonel Ramirez ». Andrew ne bougea pas la main. « Et qu'est-ce qu'un colonel veut me voir ?» Ramirez détourna le regard pendant une seconde, comme pour vérifier qu'ils étaient seuls. Puis il baissa la voix. « Ce n'est pas vous, c'est la femme que vous appelez Lucille. » Andrew sentit son corps se crisper. Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Le colonel prit une profonde inspiration avant de parler. Elle est témoin, l'une des rares survivantes d'un vieux crime, un très vieux crime. Sa voix avait un poids qui n'était pas seulement formel. Il y a des gens qui préféreraient qu'elle ne parle plus jamais. Le docteur fronça les sourcils. Vous dites que sa vie est en danger. Ramirez acquiesça lentement. Oui, et pas qu'un peu. Vous l'avez sauvée de la mort, mais vous l'avez peut-être condamnée à une autre sorte de mort, plus lente et plus certaine. Un silence gênant s'installa. Le vent fit bouger la veste du colonel et la lumière d'une voiture lointaine illumina son visage pendant un instant. « Je veux que vous compreniez, docteur, » poursuivit Ramirez. « Si elle se réveille et raconte ce qu'elle sait, des gens très dangereux voudront la faire taire pour toujours, et tous ceux qui lui sont proches devront aussi disparaître. » Andrew croisa les bras. « Et vous êtes là pour la protéger ou pour vous assurer qu'elle reste silencieuse ?» Le colonel le fixa pendant quelques secondes, mais ne répondit pas tout de suite. Un demi-sourire énigmatique apparut au coin de ses lèvres. « Disons simplement que cela dépend de ce qu'elle décidera de dire. » Sans un mot de plus, il recula de 2 pas et disparaissant dans l'ombre du parking. Andrew resta immobile, sentant l'air froid de la nuit pénétrer sa robe de chambre. Au fond de lui, il savait qu'à partir de ce moment, sauver Lucille ne serait plus juste une question médicale, mais la garder en vie contre des forces qu'il ne comprenait pas encore. Et il ne pouvait pas la laisser seule là-bas. L'hôpital avait l'air différent quand il revint. Les lumières du couloir de l'unité de soins intensifs clignotaient par moments, et l'air était rempli d'un silence anormal. Il y avait 2 policiers à la porte de la chambre de Lucille, censés la protéger, mais Andrew avait déjà appris à se méfier. Il était minuit passé quand Marianne, qui était de service, est arrivée en courant, le visage pâle. « Andrew » dit-elle d'une voix presque inaudible. « J'ai vu quelqu'un dans le couloir à l'arrière. Ce n'était pas un membre du personnel. » Il sentit un frisson lui parcourir l'estomac. Il regarda vers la porte où les 2 policiers discutaient distraitement. « Où exactement ?» demanda-t-il, sortant déjà. « Il faisait sombre dans le service pédiatrique, mais j'ai vu une ombre bouger rapidement. » Marianne a pris une profonde inspiration. Je n'ai pas eu un bon pressentiment. Andrew est retourné dans la chambre. Matthew était assis à côté de sa mère, lui tenant la main. « Matthew, nous devons partir d'ici maintenant. »« Quoi ?» Il s'est levé, confus. « La police ne la protège pas. Je ne leur fais pas confiance, a répondu le médecin sans hésitation. Si j'ai raison, elle est plus en sécurité avec moi qu'ici. Sans perdre de temps, Andrew a débranché la perfusion portable et a aidé Matthew à soulever Lucille, qui était encore faible, en la soutenant sur ses épaules. Marianne a couru devant pour ouvrir la porte latérale menant au parking arrière. Le couloir était vide, mais la tension était si palpable que le moindre bruit semblait trop fort. Alors qu'ils étaient presque à la sortie, un bruit métallique retentit derrière eux. Andrew se retourna rapidement, mais ne vit personne. « Oh, continue d'avancer !» dit-il en poussant Matthew vers l'avant. Ils sortirent en courant et s'engouffrèrent dans l'obscurité en direction d'une voiture qui appartenait à Marianne. Elle lui tendit les clés avec les mains tremblantes. « Allez-y !»
dit-elle en regardant autour d'elle. « Je vous couvre. » Le moteur toussa 2 fois avant de démarrer. Andrew s'éloigna rapidement de l'hôpital, sans allumer ses phares, se perdant dans les rues désertes, jusqu'à ce qu'il atteigne un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. À l'intérieur, l'odeur du vieux bois et de la poussière emplissait l'air. Ils allongèrent Lucille sur un matelas de fortune. Elle tremblait, les yeux mi-clos, mais elle semblait consciente. Andrew s'agenouilla à côté d'elle. « Lucille, on est en sécurité pour l'instant, mais j'ai besoin de savoir qui te recherche. » Elle prit une profonde inspiration et sa voix sortit dans un faible murmure, lourde de douleur. La nuit, il y a longtemps, il y a près de 30 ans, elle ferma les yeux un instant, comme si les images revenaient avec trop de force. « J'ai tout vu. Un massacre. La police a tué tout le monde. » Matthew restait immobile, sa main serrée dans la sienne. « J'ai attrapé un enfant et j'ai réussi à le cacher. » Une larme coula sur sa joue. « Je me suis enfui, j'ai changé de nom, je ne suis jamais revenu. » « Et l'enfant ?» demanda Andrew à voix basse. Lucille regarda Matthew, les yeux remplis de larmes. Ce n'était qu'un garçon, elle l'avait coupé. Je l'ai élevé comme mon propre fils pour sauver ma vie, et pas même la sienne. Le silence envahit la cave. Matthew était sous le choc, la regardant comme s'il voyait pour la première fois la femme qui l'avait élevée. Andrew sentit le poids de cette révélation s'abattre sur tout le monde, ainsi que la certitude que désormais, plus que jamais, personne ne devait savoir où il se trouvait. Le petit matin était encore froid lorsque Matthew, assis dans un coin de la cave, a soudainement levé la tête. Son regard était perdu, comme si un souvenir venait de lui traverser l'esprit. Andrew, sa voix était basse mais pressante. « Je me suis souvenu de quelque chose. » Le docteur qui se tenait près de la porte de fortune s'approcha. « Quoi ? Il y a une boîte chez moi. » Matthew déglutit péniblement. « Une boîte en bois avec un petit cadenas. Ma mère la gardait toujours au fond du placard, enveloppée dans un vieux chiffon. » Andrew fronça les sourcils. « As-tu vu ce qu'il y avait dedans ? » « Jamais. » Il secoua la tête. « Une fois, quand j'étais ado, j'ai essayé de l'ouvrir, mais elle m'a surpris en flagrant délit. J'avais tellement peur que je tremblais. Elle m'a juste dit « Si jamais je pars, brûle cette boîte sans regarder à l'intérieur. » Le silence envahit le sous-sol. Andrew prit une profonde inspiration, sentant que ça pouvait être la pièce manquante dont il avait besoin pour tout comprendre. « Alors allons la chercher. » Matthew hésita. « Et si c'était dangereux ? Plus dangereux que de ne pas savoir, non ?» répondit Andrew avec fermeté. Ils partirent dans une vieille voiture que le docteur avait dans le garage, en évitant les rues principales. La maison de Matthew était plongée dans l'obscurité et le silence. Ils entrèrent rapidement, sans allumer aucune lumière, se déplaçant uniquement à la lumière tamisée provenant de la rue. Dans la chambre, Matthew s'agenouilla devant le placard et déplaça les vêtements et les petites boîtes jusqu'à atteindre le fond. Elle était là, une boîte en bois sombre, le cadenas toujours en place. Il la posa sur le lit et la fixa pendant quelques secondes avant de dire « Ouvre-la ». Andrew sortit un petit couteau de sa poche et força le cadenas jusqu'à ce qu'il se brise avec un clic sec. Lorsque le couvercle s'ouvrit, une odeur de vieux papier et de poussière s'en échappa. Il y avait une lourde enveloppe brune. Matthew la sortit avec précaution. Lorsqu'il l'ouvrit, des dizaines de photos tombèrent sur le lit. C'étaient des images jaunies, certaines floues, montrant des scènes d'un endroit rural et des personnes allongées sur le sol, le corps couvert de taches sombres. Matthew écarquilla les yeux, incapable de toucher les photos. Mon Dieu! Au fond de l'enveloppe, il y avait des papiers pliés, des listes de noms, des dates, des notes manuscrites, et sur l'une des feuilles, il y avait le sceau de la police de la Nouvelle-Orléans avec des notes décrivant une « action de confinement », un terme froid pour désigner ce que les photos montraient clairement être un massacre. Andrew a parcouru les documents en silence, son visage devenant de plus en plus sérieux. « Ceci, dit-il d'une voix grave, ceci est une preuve, une vraie preuve. » Matthew respirait vite, ses mains tremblaient. Elle a gardé ça pendant près de 30 ans. Le docteur le regarda. « Et maintenant, Matthew, il y a quelqu'un qui est prêt à tuer pour faire disparaître tout ça. » Le bruit lointain d'une voiture passant dans la rue les fit se figer un instant. Ils savaient tous les deux qu'à partir de ce moment, cette enveloppe était plus qu'un souvenir. C'était une condamnation ou une chance de rendre justice. La rue était calme quand Andrew et Matthew quittèrent la maison. Chacun portait une partie de ce qu'ils avaient trouvé. L'enveloppe brune était glissée sous le bras de Matthew, enveloppée dans un vieux manteau pour ne pas attirer l'attention. Ils montèrent rapidement dans la voiture, évitant d'allumer les lumières à l'intérieur. Andrew tourna la clé et le moteur répondit par un grondement sourd. Alors qu'il passait la première vitesse,
Matthew regarda attentivement de chaque côté. « Je ne vois personne », dit-il, essayant de paraître calme, mais la tension dans sa voix le trahit. Ils roulèrent dans la rue étroite, passant devant des maisons sombres et des portails fermés. C'est alors qu'Andrew vit 2 phares apparaître dans le rétroviseur au coin de la rue. Une voiture noire ralentit un peu pour confirmer. La voiture fit de même. « On a de la compagnie », marmonna Andrew. « Comment ça, de la compagnie ?» Matthew se retourna pour regarder. Quand il vit, tout son corps se tendit. C'est la même voiture qui était garée près de l'hôpital l'autre jour. Andrew ne répondit pas, accélérant et tournant au premier coin à gauche, s'engageant dans une rue encore plus étroite. La voiture noire tourna juste derrière eux. « On est suivi » dit Matthew, le souffle court. « Accroche-toi bien. » Andrew ralentit avant de tourner brusquement à droite dans une rue escarpée. La voiture noire tenta de le suivre, mais dérapa presque dans le virage. Les rues formaient un dédale de ruelles et de passages. Andrew emprunta tous les raccourcis qu'il connaissait, passant entre les maisons, traversant de petites places, manœuvrant rapidement. Matthew regardait derrière lui à chaque virage jusqu'à ce que, pendant un instant, les phares disparaissent. « Je pense qu'on les a semés », dit Andrew, mais son ton n'était pas celui du soulagement, mais de la vigilance. Il tourna une fois de plus, entra dans une ruelle sans issue et éteignit les phares. Ils restèrent immobiles, écoutant seulement le bruit lointain d'un moteur qui passait. Quand le silence revint, Andrew expira lentement. « Ils ne vont pas s'arrêter », dit Matthew en regardant l'enveloppe sur ses genoux. « Ces hommes veulent tuer ma mère. Ils ne veulent pas que quelqu'un sache ce qui s'est passé. » Andrew regarda dans le rétroviseur comme s'il s'attendait à voir les phares réapparaître. « Et maintenant, Matthew, » dit-il lentement. « On en sait trop pour reculer. » Le poids de ces mots flottait dans l'air, aussi lourd que la peur qu'ils ressentaient, et ils comprirent tous les deux que désormais, chaque geste devait être calculé, car ils ne faisaient pas que fuir, ils allaient se battre. Une pluie fine commença à tomber quand Andrew gara la voiture dans un coin sombre d'une rue étroite du vieux quartier de la ville. L'enseigne, faiblement éclairée, d'une petite salle de presse de quartier était à peine visible dans la pénombre. Il coupa le moteur et regarda Matthew. « Reste ici. Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Moins il y aura de gens qui seront au courant, mieux ce sera. » Matthew serra l'enveloppe contre lui, mais acquiesça. Andrew sortit, traversa la rue jusqu'à la porte vitrée fissurée, la poussa lentement et entra. Une odeur de papier humide et de vieux café l'accueillit. Au fond, un homme d'âge moyen aux cheveux gris et aux lunettes tordues tapait lentement sur une machine à écrire. « Émile Vargas » appela Andrew. L'ancien policier et journaliste leva les yeux avec surprise. Torres retira ses lunettes et cligna des yeux comme pour s'assurer qu'il s'agissait bien de la personne qu'il pensait. « Ça fait combien de temps ? Des années ?» Andrew s'approcha, sortit l'enveloppe de son manteau et la posa sur la table. « Je veux que tu vois ça. » Émile ouvrit le paquet avec précaution. Quand il vit les premières photos, son sourire s'estompa. Il feuilleta rapidement les pages, regardant les images et les listes de noms. Il s'arrêta sur un document à en-tête de la police et resta silencieux pendant quelques secondes. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « As-tu la moindre idée de ce que tu m'apportes ?»« Oui. » Andrew croisa les bras. « C'est la preuve d'un massacre commis par des policiers corrompus il y a près de 30 ans. La femme qui a survécu est toujours en vie, et maintenant, ils veulent la tuer pour tout étouffer. » Émile ferma les yeux et laissa échapper un profond soupir. « Andrew, ça va réveiller des gens très dangereux. Ce n'est pas juste de la politique sale, c'est autre chose. Et si on ne fait rien, elle va mourir, et ses victimes resteront oubliées. » L'ex-flic regarda une dernière fois les photos, puis referma lentement l'enveloppe. « Donne-moi quelques heures, je vais voir ce que je peux faire. » Mais il s'arrêta, fixant Andrew du regard. « Prends bien soin d'elle. » Andrew lui demanda de faire des copies et de lui laisser l'original. L'homme accepta. Le docteur acquiesça et retourna à la voiture. La pluie frappait maintenant plus fort le pare-brise. Matthew le regarda avec impatience. « Tu vas faire quelque chose ?» Il a dit qu'il avait besoin de temps. Andrew démarra le moteur, mais on doit faire vite. Il n'avait pas le temps. Quelques heures plus tard, de retour à l'entrepôt, Andrew se réveilla au bruit du bois qui se brisait. La porte latérale a été enfoncée d'un coup de pied. 2 hommes cagoulés sont entrés, armés et criant des ordres. « Matthew, prends la boîte !» Andrew a tiré le garçon par le bras, le poussant vers l'arrière. Matthew a attrapé la boîte contenant ce qui restait des preuves, et ensemble, ils ont couru vers la porte arrière et sous la pluie. Derrière eux, ils ont entendu des cris. Quand ils se retournèrent, ils virent Lucille être traînée par l'un des hommes au visage couvert, ses bras luttant pour se libérer. « Maman !» dit Matthew, essayant de revenir en arrière, mais Andrew l'arrêta de force. « Non, si tu y retournes maintenant,
Ils nous tueront tous. » Ils se cachèrent dans une ruelle voisine, haletants, trempés, regardant la voiture des ravisseurs disparaître dans la nuit. Andrew ferma les yeux un instant, le cœur battant à tout rompre. À cet instant, une certitude lui transperça la poitrine comme un couteau. Quelqu'un de proche lui avait parlé, et maintenant, il ne s'agissait plus juste de révéler la vérité. Il s'agissait de sauver Lucille avant qu'il ne soit trop tard. Son téléphone portable vibra. C'était tôt le matin, et le son semblait plus fort dans le silence, seulement rompu par les gouttes de pluie à l'extérieur. Andrew regarda l'écran, un numéro inconnu. Son cœur battait à toute vitesse avant même qu'il ne réponde. Eh bien, la voix à l'autre bout du fil n'était pas pressée. Elle était basse, froide, comme si chaque mot était pesé. « Si tu veux la revoir vivante, donne tout ce que tu as. » Andrew resta silencieux pendant 1 seconde, essayant de reconnaître le ton, l'accent, n'importe quel indice. Où est-elle? N'est-ce pas vous qui posez les questions, docteur? La pause qui suivit était lourde de menaces. Tu as 12 heures. Après ça, ne reviens pas. Je t'enverrai l'adresse. Le docteur pressa le téléphone portable contre son oreille. Et si je ne remets rien, ce sera de ta faute. L'appel se termina par un clic sec. Andrew resta immobile, le regard perdu dans le vide. Matthew s'approcha, inquiet. C'était à propos de ma mère, n'est-ce pas? Le docteur prit une profonde inspiration. Oui, ils veulent les tests. Matthew fit un pas en avant, indigné. Alors donnez-les-leur. Pour l'amour de Dieu, donnez-les-leur et sauvez-la. Andrew leva les yeux, sérieusement. Et si tu les leur donnes et qu'ils la tuent quand même, tu penses que ces types vont laisser un témoin en vie? Matthew se tut, déglutissant péniblement. La réponse se lisait dans ses yeux. Le médecin prit alors son téléphone portable et composa un numéro qu'il connaissait bien. « Capitaine Harris, ici le Dr Torres. J'ai besoin de votre aide, mais avant de vous dire quoi que ce soit, répondez-moi. Êtes-vous seul? »« Oui, docteur. » La voix du policier semblait ferme. « Vous pouvez me faire confiance. » Andrew ferma les yeux un instant. Choisir à qui faire confiance maintenant était plus qu'important. C'était une question de vie ou de mort. Je suis dans une situation délicate et j'ai besoin d'hommes qui ne vendront pas leur âme pour de l'argent. Le capitaine ne demanda pas de détails. « Dis-moi le lieu et l'heure. Je m'occupe du reste. » Andrew raccrocha et posa ses mains sur la table. Je m'assois. Le poids de la décision semblait l'écraser. Il avait peu de temps, des ennemis invisibles et une vie en jeu. Il regarda Matthew, qui l'observait en silence. « On va essayer de la sauver, mais on va le faire à notre façon. Et cette fois, il n'y a pas de place pour la trahison. » La nuit était sombre, sans lune, ce qui facilitait leur approche. L'entrepôt abandonné se trouvait dans une zone industrielle, oubliée, entourée de terrains vagues et de murs couverts de graffitis. Andrew, le bras bandé de façon improvisée et portant un gilet emprunté à la police, se tenait à côté du capitaine Harris, regardant à travers des jumelles de vision nocturne. « 2 hommes à la porte d'entrée, 2 autres du côté est, » murmura Harris. « Si elle est là-dedans, elle sera au rez-de-chaussée. » Derrière eux, Marianne attendait dans une voiture banalisée, prête à leur venir en aide. Émile, avec sa caméra sur les genoux, enregistrait tout, mais son visage exprimait plus de peur que de courage. « On va entrer par le côté sans faire de bruit, » dit Harris. « Torres, tu restes derrière moi. »« Non, » répondit Andrew avec fermeté. « Je vais avec elle. » Quoi qu'il arrive, Harris le regarda pendant 1 seconde, l'évaluant. Puis il se contenta d'acquiescer. Le groupe se déplaça dans l'obscurité, encerclant l'entrepôt. L'odeur de rouille et de vieille huile emplissait l'air. À chaque pas, le cœur d'Andrew battait plus vite. Il pensait à ce qu'il allait trouver. Il se demandait s'il avait encore le temps. Ils réussirent à couper le cadenas sur le côté avec une paire de pinces, le bruit étouffé par une bâche pour qu'il ne résonne pas. Ils entrèrent dans un couloir étroit, éclairé uniquement par les rayons de lumière filtrant à travers des projecteurs mal installés. Puis, dans le silence, un clic. « Qui est là ?» cria une voix à l'arrière, sans il n'y avait pas le temps de reculer. Un coup de feu retentit, le son sec résonnant sur le métal de la cale. Andrew sentit l'aide impact sur son bras et tomba à genoux, la chaleur du sang coulant rapidement. « Torres !» cria Harris en le tirant derrière une pile de cartons. Là, échange de coups de feu commença. Le bruit était assourdissant dans cet espace clos. La police avança en formation et Andrew, toujours souffrant, montra une porte rouillée à côté de lui. « Ty est là-dedans, je l'ai entendu. 2 policiers ont enfoncé la porte d'entrée. D'autres les ont suivis et là, sous la faible lumière d'une ampoule suspendue, se trouvait Lucille, attachée à une chaise, le visage battu mais vivante. Maman. Matthew, qui était resté dans la voiture, n'en pouvait plus et courut vers elle, tombant à genoux pour couper les cordes.
Elle l'a serré dans ses bras de toutes ses forces. Les pleurs lui sont restés coincés dans la gorge. La police a réussi à arrêter 3 des hommes. 2 étaient menottés sur le sol, en train de jurer. D'autres ont réussi à s'échapper par l'arrière. Quand Andrew, appuyé sur Harris, a quitté l'entrepôt, il a vu le parking vide. Aucun signe du colonel Ramirez parmi les personnes arrêtées. L'air nocturne a frappé le visage de Lucille et elle a pris une profonde inspiration, comme si c'était seulement à ce moment-là qu'elle était sûre d'être encore en vie. Andrew, le bras douloureux, la regarda, ainsi que Matthew, et sentit que malgré le sang, il y avait quelque chose de plus grand à cet instant, l'espoir qu'au moins pour l'instant, ils avaient gagné. La pièce était silencieuse, à l'exception du son rythmique du moniteur cardiaque et du doux bruissement du rideau dans le vent qui entrait par la fenêtre entr'ouverte. La douce lumière de l'aube baignait tout d'une atmosphère plus calme, presque intime. Andrew, le bras immobilisé et toujours bandé, était assis à côté du lit. Il regardait Lucille dormir, le visage marqué mais serein. Lorsqu'elle ouvrit lentement les yeux, il s'approcha d'elle. « Comment te sens-tu » demanda-t-il d'une voix basse, presque prudente. Elle sourit un peu, sa voix encore faible mais vivante, et c'était déjà beaucoup. Ils restèrent en là quelques secondes à se regarder jusqu'à ce que Lucille tende sa main fine et tremblante et serre fort celle d'Andrew. « Sans toi, je ne serais pas là. » Andrew essaya de sourire, mais ses yeux brûlaient. Sa gorge se serra et il se contenta de lui serrer la main en guise de réponse. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Il savait que, n'importe quel autre jour, elle aurait pu se retrouver dans le four d'un crématorium. Oubliée, Lucille prit une profonde inspiration sans le quitter des yeux. « Merci, vraiment. » Il secoua la tête, mais la lueur dans ses yeux le trahit. La porte s'ouvrit lentement et Matthew entra. Il avait des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'approcha du lit sans dire un mot et serra simplement sa mère dans ses bras. C'était une étreinte forte, comme s'il avait peur de la lâcher et de la perdre à nouveau. Lucille prit un moment puis l'enlaça avec la même force. « Mon fils !» dit-elle pour la première fois, sans hésitation, sans éviter ce mot. Matthew ferma les yeux et pleura contre son épaule, les larmes chaudes de soulagement et d'un amour qu'il n'avait plus besoin de cacher. Lucille pleurait aussi, lui caressant les cheveux comme elle le faisait quand il était enfant. « J'ai cru que j'allais te perdre », murmura-t-il. « Je n'aurais jamais laissé ça arriver », répondit-elle dans un murmure. « Jamais. » Andrew s'écarta discrètement, laissant les deux s'étreindre en silence. Depuis le couloir, il pouvait encore entendre les sons mêlés des sanglots et sentait qu'après tant de douleur, c'était le plus beau son qu'il ait entendu depuis longtemps. Le soleil brillait timidement à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital, projetant une douce lueur dorée sur la pièce. Andrew était adossé à sa chaise, le bras toujours immobilisé, regardant Lucille et Matthew discuter tranquillement. Il y avait une atmosphère différente, comme si, pour la première fois depuis longtemps, le danger leur avait accordé un répit. Mais au fond de lui, il savait qu'il portait toujours le poids de tout ce qui s'était passé. Le bruit des coups de feu, la chaleur du sang qui coulait le long de son bras, la peur de ne pas arriver à temps. Rien de tout cela ne disparaîtrait si vite. Lorsque l'infirmière est entrée pour changer le pansement, il s'est levé lentement. Son épaule lui faisait mal, mais ce n'était pas ce qui le dérangeait, c'était ce qui allait suivre. Plus tard, de retour dans le couloir, le capitaine Harris s'approcha de lui. « Alors, docteur, quand retournez-vous à l'académie ?» Andrew le regarda, prit une profonde inspiration et répondit lentement. « Non, j'ai besoin de m'éloigner pendant un certain temps. » Harris fronça les sourcils. « Vous allez démissionner ?» ?»« Non. » Andrew secoua la tête. « J'ai juste besoin d'être ici avec eux jusqu'à ce que tout se calme. » Le capitaine acquiesça silencieusement. Il savait que cette décision n'était pas motivée par la faiblesse, mais par une question de priorité. De retour dans la chambre, Andrew tira une chaise et s'assit à côté du lit de Lucille. Matthew était dans le fauteuil, presque endormi. Lucille sourit en le voyant. « Tu ne devrais pas te reposer. »« Je peux me reposer ici ?» répondit-il en lui prenant la main. « Je ne suis pas pressé. » Elle le regarda un instant, comme si elle voulait dire quelque chose, mais se contenta de lui serrer la main en retour. Andrew réalisa que pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas à son prochain service, à son prochain rapport, à sa prochaine autopsie. Il était complètement dans le présent, et ça était en quelque sorte plus difficile et plus précieux que tout ce qu'il avait jamais fait auparavant. Au fond de lui, il savait que le monde pouvait attendre, mais Lucille et Matthew, après tout ce qu'ils avaient traversé, ne pouvaient pas, et il n'était pas prêt à les perdre, pas même pour sa propre routine. La journée était claire. Lorsque l'assistante sociale arriva à l'hôpital avec un dossier noir entre les mains, elle s'assit en face de Lucille, Andrew et Matthew
et posa quelques papiers et une enveloppe scellée sur la table. « À partir d'aujourd'hui, vous avez une nouvelle vie, dit-elle d'un ton ferme mais doux. De nouveaux documents, une nouvelle adresse, le tout protégé par la loi. Personne ne pourra vous retrouver sans autorisation. » Lucille tint le papier avec le nouveau nom. Pendant quelques secondes, elle se contenta de le regarder sans rien dire. C'était étrange de voir quelque chose d'imprimé là qui ne portait pas les marques de la peur. Pour la première fois, cette identité était officielle, et non plus une fuite précipitée. Matthew, assis à côté, semblait agité. « Et ma famille ?» demanda-t-il avec hésitation. « Avez-vous découvert qui ils étaient ?» La travailleuse sociale prit une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, nous l'avons fait. Vos parents biologiques étaient policiers, un couple. Ils ont dénoncé la corruption au sein de leur propre groupe. Ils ont refusé de se taire et l'ont payé cher. » Matthew sentit un frisson le parcourir. « Ils ont été assassinés. »« Oui, » dit-elle à voix basse, « mais ils ont réussi à te mettre en sécurité avant. C'est comme ça que Lucille t'a trouvé. » Lucille tendit la main et lui caressa le visage, les larmes aux yeux. « Je ne connaissais pas tous les détails, je savais juste que je devais te protéger. » Matthew lui prit la main, et dans ce geste, il y avait de la gratitude et une vieille douleur qui, pour la première fois, commençait à trouver des réponses. Quelques jours plus tard, loin de la ville, la voiture d'Andrew remontait un chemin de terre menant à un petit village entouré de montagnes et de champs verdoyants. Des maisons simples, des enfants jouant dans la rue, une cloche sonnant dans la petite église en arrière-plan. La nouvelle maison était au sommet d'une colline, peinte en blanc avec des portes bleues. En entrant, Lucille prit une profonde inspiration, comme si elle voulait garder l'odeur de la paix en elle. Matthew ouvrit la fenêtre et regarda l'horizon, les cheveux ébouriffés par le vent. « C'est étrange, dit-il, sans quitter des yeux le paysage, mais je pense que pour la première fois, j'ai l'impression de pouvoir rester au même endroit sans avoir peur. » Andrew posa sa main sur son épaule. « C'est donc ici que commence le reste de ta vie. » Lucille, appuyée contre la porte, rougit. Ce n'était pas un grand sourire, mais il était plein de quelque chose qu'ils avaient presque oublié. La sécurité. Dans cette ville lointaine, avec de nouveaux noms et un passé qui faisait encore mal, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas effacer ce qui s'était passé. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient enfin un foyer, et que c'était un début. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre du salon, illuminant la poussière qui flottait dans l'air. La ville était calme ce jour-là, avec le bruit lointain des enfants jouant dans la rue et la cloche de l'église sonnant les heures. Andrew était assis à table en train de lire un journal local lorsqu'il entendit des pas lents derrière lui. Andrew. La voix de Matthew avait un ton différent, presque solennel. Le docteur se retourna et vit le garçon tenant quelque chose enveloppé dans un tissu bleu. Matthew s'approcha de lui et posa le paquet sur la table. « Je veux te donner quelque chose. » Andrew haussa un sourcil, surpris. « Qu'est-ce que ça peut être ?» Matthew retira délicatement le tissu. À l'intérieur se trouvait un cadre en bois simple mais bien fait. Au centre, protégé par du verre, se trouvait le pendentif de Saint Jude Thaddée, celui-là même qui avait suscité tant de questions. Et à côté, il y avait une photo d'eux trois, Andrew, Lucille et Matthew, souriant devant leur nouvelle maison. Sous la photo, il y avait une petite plaque avec des lettres gravées. « Mon papa, du fond du cœur. » Andrew resta là, silencieux pendant quelques secondes, à regarder. Le poids de ce cadeau n'était pas celui du métal ou du bois, mais celui de l'histoire, de la douleur et de l'amour réunis. Il passa son doigt sur le verre, touchant l'image, comme s'il pouvait ressentir à nouveau ce moment. La voix de Matthew était enrouée, brisée. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. Le garçon sourit un peu, mais ses yeux étaient humides. Je n'avais pas besoin d'être ton fils pour t'appeler papa. Tu as mérité cette place par tout ce que tu as fait pour moi et ma maman. Andrew prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. Tu ne sais pas à quel point cela m'honore. Matthew fit un pas en avant et le serra fort dans ses bras sans se presser. Andrew répondit en fermant les yeux, ressentant ce geste comme un sceau silencieux sur tout ce qu'ils avaient vécu et surmonté ensemble. Lorsqu'ils se séparèrent, le médecin regarda à nouveau le cadre. Le médaillon brillait doucement dans la lumière du soir, comme s'il s'agissait d'une bénédiction pour ce nouveau chapitre. « Je vais l'accrocher au mur du salon », dit Andrew avec un sourire paisible, « pour que chaque jour nous nous souvenions que cela en valait la peine. » Dehors, la cloche sonna une fois de plus et la ville continua à vivre. Mais à l'intérieur de cette maison, à ce moment-là, il y avait un beau silence. Le genre de silence qui n'existe que lorsque le cœur est comblé. Le crématorium était silencieux ce matin-là, si différent du jour qu'il ne pourrait jamais oublier. Andrew marcha lentement dans le couloir, le bruit de ses pas résonnant sur le sol froid. Dans une main,
il tenait une enveloppe blanche contenant sa lettre de démission. En entrant dans la pièce principale, il sentit la même odeur que d'habitude. Du métal chaud, du désinfectant, du vieux café dans la cafetière, mais il y avait maintenant quelque chose de différent. Le four, éteint, semblait presque inoffensif. Presque. Il s'approcha lentement, se souvenant clairement de chaque détail de ce matin-là. Le drap blanc, le visage paisible de Lucille, la couleur de sa peau qui ne correspondait pas à son corps sans vie, et le pouls faible, presque inexistant, qui avait tout changé. Il s'arrêta devant la lourde porte métallique, passant sa main dessus, comme s'il pouvait sentir les vibrations de ce moment du passé. Il ferma les yeux un instant. Ce jour-là, se murmura-t-il, Dieu avait rendu plus qu'une vie. Ce n'était pas seulement Lucille qui avait été sauvée, c'était Matthew qui avait retrouvé sa mère. C'était Andrew lui-même, qui découvrait que son travail ne se résumait pas à des chiffres, des rapports et des protocoles, mais à des décisions qui pouvaient changer des destins. Il ouvrit les yeux et resta quelques secondes à regarder fixement. Il n'y avait pas d'urgence. Puis, il prit une profonde inspiration et laissa l'enveloppe sur le bureau du superviseur. À l'intérieur se trouvait une simple lettre. « Je suis reconnaissant pour toutes ces années, mais il est temps de suivre une autre voie. » Avant de partir, il jeta un dernier regard en arrière. Le four était là silencieux, comme s'il attendait le prochain corps. Mais pour Andrew, cet endroit garderait toujours le souvenir du jour où la mort avait dû attendre, et où la vie avait eu une autre chance. Alors qu'il franchissait la porte, l'air frais du matin l'enveloppa. Il sentit sa poitrine s'alléger, comme s'il pouvait enfin tourner la page. Et au fond de lui, il savait que où qu'il soit, il n'oublierait jamais que parfois, une seconde de courage suffit à faire la différence entre la fin et un nouveau départ. Et si c'était vous, si vous étiez là, face à quelqu'un dont tout le monde disait qu'il n'avait aucune chance de guérir, mais qu'il y avait cette infime, presque invisible opportunité, auriez-vous le courage d'arrêter tout, d'affronter les regards, les règles, et même de mettre votre nom en danger juste pour essayer de sauver une vie? Je veux savoir, à la place d'Andrew ou même de Matthew, qu'est-ce que tu ferais? Dis-le-moi ici dans les commentaires, car chaque réponse apporte une façon différente de voir la vie. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos, des histoires qui touchent le cœur et restent gravées dans la mémoire. Maintenant, si tu veux continuer à ressentir des émotions, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. C'est une histoire émouvante qui a déjà fait pleurer beaucoup de gens et les a amenés à repenser ce qui compte vraiment dans la vie.